sur un homme doit être fort, un homme doit être aussi, un homme doit être ça, mais qui peut s'accompagner de privilèges, parce que l'homme est plus fort, il va être considéré comme plus compétent, alors que les stéréotypes féminins, les femmes sont plus sensibles, sont plus fragiles que d'autres, ça va s'accompagner de stéréotypes négatifs et qui peuvent avoir un impact en jeu. L'idée aussi, c'est ce que je voudrais dire très rapidement en introduction, une des questions qu'on a le plus souvent, c'est le sexisme, c'est que dans certains milieux, c'est que dans certains trucs, c'est pas chez moi, c'est pas dans mon asso, et en fait, il y a une grosse pervasivité de cette idée, et en fait, c'est pas le cas. Le sexisme, c'est pas plus dans les milieux populaires que dans les milieux puissants, hein. Là encore, l'actualité nous l'a bien montré avec les Weinstein, les TSK et ça, et c'est pas plus dans un type de jeu que dans d'autres. À la rigueur, plus votre jeu est gros, plus vous pourrez avoir des incidents, parce que c'est l'effet de la masse, mais c'est à peu près la seule chose. Voilà, il y a encore énormément ce mythe que le sexisme c'est que dans certains trucs. Non, ça peut arriver partout et je vous montrerai des exemples qui viennent de toutes sortes de types de jeux. Alors, les chiffres, le problème. Je vais commencer par les chiffres. Alors le problème c'est qu'il y a encore très peu d'évaluation là-dessus. Il y a actuellement un sondage et une évaluation qui est en cours, qui est faite par justement des sociologues, membres du groupe l'Archimede Unite, et soutenu par le groupe, et donc ils sont en train de faire une grosse enquête là-dessus. Ça, c'est des chiffres qui ont été publiés par la sororité de Mélusine, qui est aussi un groupe féminin québécois, s'inspirant de chiffres là-dessus dans le milieu du JDR sur table, mais on est dans des pratiques similaires. Voilà, mettant par exemple que 27% des répondantes avaient été témoins ou victimes de mépris, de rejet ou de condescendance parce qu'elles étaient des femmes, 54% qui, dans leur activité, avaient fait l'objet de drague et de sollicitations assistantes même après qu'elles aient refusé. Donc c'est pour montrer une fois encore que des problèmes qui existent dans la vie réelle sont dans l'activité parce qu'on est une activité sociale. C'est normal. C'est un sujet qui est aussi à peu près aussi vieux que le GN. J'en organise depuis 14 ans. J'ai commencé le GN en 2000. Il y avait déjà ces problèmes à ce moment-là. Sauf qu'effectivement, ces problèmes-là, on en parlait moins. Il y avait énormément d'intériorisation, de se dire, bon ben voilà, c'est comme ça, c'est parce que c'est comme ça dans la vie, donc il y avait une manière du public de beaucoup de choses, d'intérioriser ça, de faire abstraction, sauf que maintenant, effectivement, on fait moins en moins d'abstraction, on commence à en parler et on s'est rendu compte qu'il y avait certains, là encore, certains stéréotypes, certaines attitudes, certains éléments qui étaient problématiques, mais encore, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire contre ça. Alors, il y a souvent beaucoup de stratégies et beaucoup d'éléments par rapport au sexisme sur la question de savoir comment est-ce qu'on fait de la prévention, comment est-ce qu'on adresse le sujet. Moi, je vais faire cette présentation très simplement en parlant de la gestion du sexisme en jeu, c'est-à-dire au niveau des personnages, et du sexisme hors jeu, c'est-à-dire au niveau des participants. En belge, d'accord. Pour mon confort personnel, je vais rester à en jeu, hors jeu, je m'en excuse, mais voilà, pour dire comment faire la présentation. Et je vais commencer par le sexisme en jeu, et j'expliquerai pourquoi un peu plus tard, parce qu'on va se dire, pareil, bon, sexisme en jeu, c'est les personnages, c'est de la fiction. Oui, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, et c'est pour ça que je commence par ces éléments-là. Alors, quel type de problème quand on parle de sexisme en jeu ? Il y a la question des stéréotypes de rôle. Donc là, on va vraiment parler des personnages et des personnages codés féminins. Il y a donc les rôles féminins vont être souvent limités aux stéréotypes féminins que l'on rencontre dans les médias. Et ça, c'est logique parce que tous les créateurs de GN, à un moment ou à un autre, sont inspirés par un certain type de médias et vont souvent reproduire les personnages féminins qu'ils y trouvent. Et pareil, c'est pas quelque chose d'extraordinaire de dire que même si ça a énormément changé récemment, les médias en général, en termes de représentation des personnages féminins, ont plutôt tendance à être sur la part inférieure des jeux. Et donc, quand on parle de rôle stéréotypé féminin, c'est quoi ? C'est tout ce qui est des fonctions de tiers. Les femmes, c'est systématiquement, les personnages féminins, c'est systématiquement les guérisseuses. Ou les matriarches, ou les mères de famille, donc tout ce qui va être tout ce qui est lié aux fonctions maternelles, des intrigues sur la grossesse par exemple, des intrigues liées au viol, évidemment, on en reparlera. Le sujet que j'aime beaucoup par exemple, c'est ce qu'on appelle le complexe de la madone et de la putain, c'est-à-dire c'est soit votre personnage est absolument gentil, pur, virginal, sans défaut, ou alors c'est une monégasque qui utilise ses charmes féminins pour manipuler les gens. Vous avez aussi, par exemple, des discriminations par rapport au physique. Certains rôles, dès qu'un rôle féminin sera considéré comme devant être attractif, on le donnera ou on le créera en fonction du physique de la joueuse et de la manière dont on l'aperçoit comme attractive par rapport aux normes sociales admises. Il y a la question de ce qu'on appelle le plafond de verre aussi, c'est-à-dire le fait que les femmes ont plus de mal à accéder à des rôles à responsabilité parce que les stéréotypes féminins font que les femmes sont censées être
plus émotive, moins fiable, moins sûre. Et donc très souvent, même dans des univers qui ne le justifient pas, les personnages, les fonctions de pouvoir seront toujours fréquemment imaginées au masculin, ou alors vous aurez une seule femme de pouvoir qui représentera une exception à la règle. Vous avez aussi des questions par rapport à l'attitude des autres participants et participantes. Vous noterez parce que oui, ça arrive aussi que les femmes puissent faire des commentaires sexisme, parce qu'il y a une notion qu'on appelle le sexisme intériorisé. Quand on vit dans ces choses-là et qu'on nous répète en permanence que les femmes sont comme ci, les femmes sont comme ça, ben on finit aussi, même quand on s'identifie soi-même femme, à l'identifier par rapport aux autres. Donc le fait que les femmes puissent faire aussi preuve de sexisme, c'est absolument pas disqualifiant là-dessus. Donc là encore, on va retrouver la condescendance, le fait de douter de la compétence d'un personnage simplement parce qu'il est féminin. Tout ce qui va être de l'ordre des sollicitations, de la drague, des scènes de violence en jeu sans qu'il y ait le consentement de la participante, on peut y revenir aussi. Tout ce qui est sous le couvert de l'humour, ça aussi c'est vraiment ça, et qui peut effectivement devenir très pesant pour les participantes. Alors, aussi, oui, mais souvent on a deux types d'arguments qui disent « Ah mais en fait c'est pas le cas ». Et ça c'est des arguments que j'aimerais déconstruire un peu. Alors le premier c'est la question de la libido du personnage. Ça c'est quelque chose qu'on a toujours de dire « Oui mais c'est pas moi, c'est le personnage ». Oui, mais la libido du personnage, normalement, ça ne sert pas justement à avoir ce type de justification. La libido du personnage, en termes de définition, c'est l'idée que le personnage permet de s'engager dans des activités et dans des attitudes que l'on ne ferait pas soi-même ou qui seraient illégales et réprouvées par la société. Et c'est important là-dessus parce que la libido du personnage est censée permettre de faire des choses qui nous mettraient mal à l'aise, qu'on ne voudrait surtout pas faire, pour ceux qui connaissent un peu les notions de bleed, c'est-à-dire la manière dont les émotions du joueur et les émotions du personnage peuvent se transférer l'un à l'autre. La libido du personnage est liée à une notion que Marcus Montola appelle le bleed indirect. C'est, si on a un bleed du personnage, c'est j'ai la même émotion que le personnage. Le bleed indirect, c'est je me sens mal parce que mon personnage fait quelque chose de mal et que lui ou elle n'en a rien à faire, est indifférent par rapport à ça. La libido du personnage, c'est pas de faire quelque chose et dire c'est peut-être que ça vous dérange, mais moi je m'en fiche. Si ça vous indiffère, c'est que vous n'avez pas besoin d'un libido du personnage, c'est que vous êtes parfaitement confortable à avoir ce genre d'attitude. Donc c'est pour ça que l'attitude c'est mon personnage, c'est pas moi, ça peut pas fonctionner dans ce genre de cas, mais c'est souvent quelque chose qu'on s'entend dire. Il y a l'argument du réalisme et de l'historicité. Alors moi j'écris aussi essentiellement des gènes historiques, c'est quelque chose que je connais bien. Et pareil, de dire, oui, mais la société de l'époque était sexisme, donc on va faire du sexisme. Je vais aborder ce point-là plus en détail, mais là encore, il faut voir que le réalisme et l'historicité, c'est toujours un gradient. On parle de l'échelle entre l'illusion à 360 degrés, ou what you see is what you get, donc tout ce qui est la réelle, et l'abstrait complet, c'est-à-dire, par exemple, les jeux en black box, où on joue dans un espace vide uniquement avec du son et de la lumière. Et donc vous avez tout un gradient là-dessus. L'idée qu'il faut absolument être réaliste, qu'il faut absolument être historique, bah, même chose, ça ne tient pas vraiment, parce que de toute manière, on s'impose toujours des limites au réalisme et à l'historicité. Parce que sinon, si mon perso est très fâché contre un autre, je vais juste lui coller une grosse tarte comme ça. Elles sont liées à la sécurité, ces limites. Oui, elles sont liées à la sécurité. Mais précisément, quand on va parler de sexisme, quand on va parler d'oppression, et derrière on va aussi parler de violences sexuelles, ce sont des choses qui sont aussi liées à la sécurité, mais qu'on appelle la sécurité émotionnelle, qui va être celle du bien-être des participants. Donc, les questions de réalisme, finalement, ou même d'avis du personnage, vont toujours admettre un certain nombre de limites. Et la question, justement, quand on parle de sexisme en jeu, c'est comment est-ce qu'on pose ces limites? Comment est-ce qu'on gère ces choses-là? Là-dessus, je vois mon homme de paille là-dessus qui dit « Ah oui, mais alors on ne peut plus rien faire qui soit un peu violent, un peu dérangeant, etc. » Ça. Non, pour moi, je pars du principe qu'en gène, on peut traiter de tous les thèmes. Même les plus durs, même les plus violents. J'ai écrit des gènes qui avaient ce type de violence, j'ai joué énormément de violence, j'ai joué des persos qui ont violé des gens, qui ont été violents avec des gens et avec un très haut degré de simulation. Donc c'est possible à faire, mais il faut le faire en faisant très attention à la sécurité justement physique et émotionnelle des joueurs. Et ça, effectivement, c'est un sujet qu'on ne peut pas comprendre si on ne comprend pas que la sécurité englobe ces choses-là. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à ça, en fait, mes stratégies ont évolué par rapport à ça, par rapport à comment est-ce qu'on traite de ces questions en gène. Quand j'ai commencé à écrire des jeux, encore même maintenant,
souvent on va d'abord se focaliser sur des stratégies pour créer des personnages féminins. Alors j'ai dit des personnages féminins pertinents ici, vous entendrez beaucoup de gens qui disent c'est des personnages féminins forts. Moi je ne suis pas toujours d'accord avec cette expression-là parce qu'on peut avoir des personnages féminins qui vont être très vulnérables, qui vont s'en prendre plein la gueule, tout en étant forts d'une certaine manière, mais ça peut quand même être des personnages intéressants. Pareil, intéressant, ça ne recoupe pas forcément, donc voilà, c'est le titre que j'ai choisi en compensation. Alors, dans le type de stratégie, la première, c'est pareil, c'est toujours ces histoires de gradients entre illusion complète, abstraction complète. Il y a un autre gradient qui s'appelle la jouabilité contre la plausibilité, c'est-à-dire entre ce qui serait réaliste, historiquement correct ou autre, et ce qui va être jouable, agréable ou autre. Toujours aller du côté de la jouabilité, ça vaut pour le sexisme, ça vaut pour tout le reste. Le GN, ce n'est pas de la reconstitution, ou alors dites-le clairement dans votre communication, mais en général, c'est pas de la reconstitution, on coupe des choses sur ce qui serait réaliste ou quoi pour avoir quelque chose qui est jouable. Donc sur ces questions-là, toujours se poser la question, est-ce que c'est jouable? Est-ce que ça va pas restreindre inutilement la liberté des joueurs, des joueuses, ou est-ce que ça va pas être finalement juste désagréable? Et la question, c'est de travailler aussi sur d'autres stéréotypes, travailler aussi sur la motivation du personnage. Souvent, le problème des stéréotypes féminins, c'est qu'ils sont statiques. Ils sont juste là pour remplir une fonction. Ils font encore souvent des fonctions de care, d'assistante. C'est juste la mère, la soigneuse ou quoi. Quelle est la motivation du personnage? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il va faire? Et quels moyens il va avoir à faire aussi. Ce qui amène aussi des notions de renforcement, de visibilité du personnage. S'il a les moyens de faire ça, une fois encore, surtout si c'est dans un contexte où il y a des inégalités, ou même en prenant en compte que les joueurs vont parfois refléter ces inégalités, c'est donner des moyens supplémentaires d'action. Peut-être qu'elle a une fonction de pouvoir, même si c'est pas inhabituel. Peut-être qu'elle a des informations sur les autres. Peut-être qu'elle a plus d'alliés que les autres. Mais là encore, faire en sorte d'avoir des personnages qui vont être dynamiques, qui vont être actifs, qui vont être dans l'action. C'est cette notion aussi de créer des personnages à armes égales. Alors ça c'est une technique aussi qui est un peu plus complexe, c'est l'idée de créer vos personnages féminins comme si c'était n'importe quel autre personnage, créer des personnages féminins que vous auriez envie de jouer. Par exemple, l'idée c'est de créer, soit de ne pas assigner du tout de genre au personnage, alors, ce qui n'est pas toujours possible parce que dès que vous commencez à avoir parfois des histoires de famille, de filiation ou d'alliance matrimoniale, à un moment, parfois, vous avez besoin de genrer les personnages, là encore particulièrement dans les GN historiques, mais l'idée, c'est souvent d'assigner un genre le plus tard possible, voire pas du tout. Il y a de plus en plus de jeux qui vont écrire tous les personnages au genre neutre et le joueur ou la joueuse décide de quel genre il sera au final. Mais cette idée, c'est ça, c'est de ne pas réfléchir d'abord au personnage en termes de est-ce que c'est un homme ou une femme, mais quelle fonction il va occuper dans votre narration, et lui assigner le genre, une fois encore, le plus tard possible, voire même, si c'est possible, de laisser le joueur choisir là-dessus. Mais en fait, finalement, plus récemment, je me suis dit que même, donc, toutes ces stratégies sont valables, mais finalement, on peut même ramener ça à une seule et unique question. Voilà. Le sexisme est-il nécessaire à l'histoire que vous voulez raconter? Parce que même quand on explique tout ça, quand on donne ces stratégies, on a toujours ces questions de oui, mais je veux faire un GN dans tel univers, à telle époque, et c'était une époque sexiste. Alors ensuite, on rentre dans des débats sans fin sur savoir ce qui est historique ou pas. On a les sociétés patriarcales contre des personnages d'exception comme Elisabeth Ier, Catherine de Russie ou Marie Curie, de dire oui, mais il y avait des femmes qui, malgré le fait que parfois l'histoire a tendance à les invisibiliser, on se retrouve avec des débats historiographiques sans fin, et une fois encore, comme le GN, ce n'est pas la reconstitution historique, le sexisme est-il nécessaire à l'histoire que vous voulez raconter? Et pas seulement, là encore, pour faire un univers dark, si vous voulez faire un univers dark avec de la violence, de l'oppression, etc., vous pouvez le faire avec des choses qui n'existent pas dans la vraie vie. Vous mettez diverses populations, diverses hiérarchies sociales que n'importe qui peut jouer. Là encore, ça ne veut pas dire de supprimer la violence ou quoi. Mais est-ce que c'est véritablement nécessaire? Et on va parler de jeux qui font, mais souvent la plupart des jeux, finalement, n'en ont pas besoin. La question, et là encore, c'est quelque chose de scénarisation qui est un peu avancé, parce que souvent, moi de même, quand je fais un jeu, j'ai envie de faire telle ambiance, tel univers, telle atmosphère, tel type de costume. On a un visuel de ce que va être le GN. Et puis ensuite, on pense personnage, on pense narration ou autre. Mais finalement, réfléchir à quelle histoire on veut faire, quelle expérience on veut donner aux joueurs, ça reste quand même quelque chose de central dans la création de personnages. Finalement, mettre du sexisme simplement parce que c'était comme ça dans la vraie vie ou c'est comme ça dans le film, dans la série télé ou autre, bah, c'est un peu se contraindre d'avance. Et finalement, dans beaucoup de cas, on se rend compte qu'on peut supprimer totalement la dimension sexiste sans que ça n'enlève rien à l'expérience de jeu.
Ça, c'est un exemple que j'aime beaucoup utiliser du jeu Les Feux de l'Agora, qui a été joué en 2013-2014, donc un jeu historique d'inspiration antiquité. Alors avec en plus un très haut niveau d'exigence de reconstitution historique, en particulier sur les costumes, etc. Ils étaient très sérieux là-dessus. Et ça, c'est un petit extrait de leur document joueur de base. Ils ont dit tout simplement, je paraphrase, que si on avait fait les rôles féminins comme à l'époque, les joueuses devraient passer leur jeu à l'intérieur à rapiécer des tuniques, et on s'est dit qu'on fera pas ça, donc les femmes seront considérées comme citoyennes. Ils ont un peu nuancé en disant, si vous voulez faire un peu de misogynie condescendante, vous pouvez, mais finalement, de l'expérience que j'en ai eue quand j'ai joué le jeu, c'est pas vraiment venu en jeu. Et pourquoi? Parce que c'est un jeu qui était centré sur une rencontre entre les différentes cités grecques. Donc le focus du jeu, c'était quoi? C'était de la diplomatie, comme dans les jeux français, des secrets de famille, pas mal de mysticisme avec la question des dieux, un certain nombre de comportements sociaux qui n'étaient pas genrés sur la vertu, c'est sa famille aider son prochain ou quoi, le vice, c'est ça, donc sur des normes sociales, mais qui là s'appliquaient aux hommes comme aux femmes indifféremment. Et toute l'attention était autour de ça. Et donc finalement, c'est un jeu qui, tout en s'inspirant de sociétés qui étaient très sexistes et patriarcales, a complètement supprimé cette dimension, tout en créant un jeu qui a été extrêmement bien reçu et extrêmement célébré sur ces deux éditions, tout en gardant, là encore, un très haut niveau d'historicité. Et finalement, de plus en plus de jeux font ce choix. Et même sur les jeux historiques, je dirais, c'est aussi une bonne chose à faire parce que très souvent sur les jeux historiques, on se retrouve parfois avec des grosses dissonances cognitives quand il n'y a pas de communication là-dessus, quand il n'y a pas de workshop un minimum sur les rôles de genre, entre des personnes qui le jouent comme ce qu'ils imaginent, des inégalités hommes-femmes, et d'autres personnes qui le jouent comme au XXIe siècle, avec beaucoup moins d'inégalités. Et on se retrouve avec parfois des joueurs ou des joueuses qui sont choqués qu'on les ramène justement à leurs conditions, alors que l'historicité du jeu devrait amener ça. Donc, quoi que vous fassiez, c'est toujours une bonne idée de préciser ces trucs-là. Et sur cette question-là, la première fois que j'ai parlé de ce jeu, donc à Londres il y a 2 semaines, j'ai une participante dans l'auditoire qui dit oui, mais ça serait possible de faire un jeu très intéressant en ayant justement les femmes qui respectent ces codes sexistes, qui sont enfermées dans le gynécée et qui peuvent rien faire. Et je fais oui, précisément, ça c'est tout à fait possible. D'ailleurs, moi-même j'ai créé un jeu qui s'appelle Harem Sonsaat, qui se passe dans l'Empire Ottoman avec la culture du harem, avec les hommes et les femmes séparés. Pendant une grosse partie du jeu, les femmes sont séparées des hommes. Sauf que le jeu porte là-dessus. Si vous commencez à mettre du sexisme, ça veut dire, moi je dis le sexisme ou n'importe quel autre type d'oppression, hein, ça vaut pour le racisme, c'est un autre truc. C'est un peu le fusil de Tchekhov appliqué au GM. Si vous le mettez sur scène au premier acte, il faut qu'il soit utilisé au 3e acte. Si vous mettez une oppression de ce genre, surtout quelque chose qui reflète des inégalités réelles en jeu, ça veut dire qu'il faut que l'histoire et la narration portent dessus, parce que sinon, là encore, vous allez mettre des contraintes inutiles qui vont peser sur vos joueuses, mais indirectement sur l'ensemble de votre jeu, parce que ça veut dire que ça va aussi limiter les interactions vis-à-vis de tout le monde. Et donc, ça, c'est une photo tirée de mon jeu, les femmes assises d'un côté, les hommes de l'autre. Et comme c'est un jeu qui porte sur ces inégalités, et qui porte aussi justement sur la séparation, et sur l'absence, du côté des femmes comme du côté des hommes, là, c'était nécessaire d'avoir ces choses-là. Et le jeu a bien fonctionné sans qu'on considère qu'il soit sexiste et sans qu'on considère qu'il amoindrit la liberté des choses, parce que c'était communiqué là-dessus, de dire vous serez dans ce cadre-là. Mais parce que ça va servir l'histoire. Il y a plein d'exemples là-dessus. Stillwater Runs Deep, GN, ambiance Jane Austen Dickens, 1813 Angleterre. Très stricte séparation des rôles et des genres genrés. C'est un jeu en plus que j'ai joué où je jouais un rôle masculin. Et donc ça a été dans une session inversée, ça a été très intéressant de voir justement comment se jouaient ces dynamiques-là. Et ça apprenait beaucoup justement, là encore, sur les rapports sociaux entre les hommes et les femmes. Carmen Charberdès, jeu sur le deuil dans une histoire de famille début 20e, qui traite justement aussi largement de la condition de la femme dans la petite bourgeoisie, et là encore du problème de l'infériorité de la condition féminine. Broodpris, jeu norvégien, probablement l'un des jeux les plus violents qui existent sur ces questions-là, où là, Broodpris, ça veut dire littéralement le prix de la mariée. Et donc tout le jeu se joue autour des négociations pour marier les filles, et vraiment, de toute façon, négociation de Matignon, il y a déjà eu 3 ou 4 éditions, et c'est un jeu qui, pareil, il y a eu énormément de retentissement. Les Fleurs de Mai, dont j'ai parlé à Métalard il y a 3 ans,
qui est un de mes jeux aussi, qui est un jeu là, qui se passe dans un des cadres probablement les plus oppressifs qui soient, parce que c'est un jeu qui se passe dans une maison close. Donc il y a 4 personnages masculins, 4 personnages féminins, et les personnages féminins sont des prostituées, donc avec là aussi cette notion d'exploitation. Donc voilà, quand je disais ces sujets-là, on peut parfaitement les jouer, pour moi l'idée c'est pas de les supprimer et qu'il y ait une censure là-dessus, mais c'est si on utilise ces thèmes, il faut qu'ils aient une finalité narrative. Et si un jeu ou dans une création ou quoi, ou même si des organisateurs impliquent qu'il y aura ce type d'inégalité, la question c'est véritablement de poser pourquoi. Quel va être l'intérêt dans la narration? Pas de dire c'est mal ou quoi, ou il faudrait le supprimer, mais à quoi ça sert? Ça n'a pas d'utilité dans la narration si c'est juste pour faire réaliser sur l'autre. Là encore, ça revient, en ce qui me concerne, métaphoriquement, à se tirer une balle dans le pied. Quand on commence à mettre ces choses de la même chose, ça vaut pour le sexisme, ça vaut pour n'importe quelle forme d'inégalité qui peut être reflétée dans la vraie vie. Là encore, si ce sont juste uniquement vos peuplades fictives en jeu, ou si c'est les elfes contre les orques, etc., on s'en fiche parce qu'on ne va pas s'identifier, c'est pas des choses qu'on vit au quotidien. Par contre, quand on parle d'oppression qui existe dans la vie réelle, ça peut être des choses que les personnes vont avoir subies ou subies, et donc là, il faut être important, d'où la notion d'y penser en termes de sécurité émotionnelle également, avec tous les outils qui vont bien. Des organes de sécurité, utilisation des safe words, possibilité de négocier hors jeu, espace hors jeu ou d'intensité basse pour pouvoir sortir si le contexte d'oppression devient toujours, des ateliers pour calibrer les rôles, calibrer ce qu'on attend des rôles, des genres de rôles, et on va transiter sur les questions hors jeu, la question aussi du contact physique et en particulier de la gestion de la sexualité. Je ne vais pas en parler en détail, j'avais fait une présentation là-dessus il y a 2 ans qui est encore en ligne sur toutes les techniques que vous pouvez utiliser pour la sexualité, mais avoir une communication claire sur ce qui est un contact physique acceptable de base et laisser la possibilité aux participants d'en sortir. Soit dire on ne touche vraiment que les mains des gens ou on leur demande leur autorisation. Moi, par exemple, ce que je disais en début de jeu, c'est de dire on considère comme acceptable de base de toucher les mains, les bras, et un très léger hug, sans empoigner la personne, mais juste comme ça. Et je demande en début de jeu si tout le monde est d'accord avec ça, mais si quelqu'un ne peut pas, ou par exemple a un reste de cicatrice ou des choses ou quoi, les joueurs peuvent dire clairement aussi, établir quelles sont leurs limites, et avoir un discours aussi autour de dire, si vous avez un contact physique ou si vous jouez une scène de sexualité, vous demandez le consentement de la personne. Et c'est pour ça que j'ai commencé par parler du sexisme en jeu et de la calibration de ces choses-là en jeu. Parce que finalement, une fois que vous êtes clair là-dessus, ou que vos organisateurs sont clairs là-dessus en jeu, parler du sexisme en jeu, ça devient d'un coup beaucoup plus facile parce que ça montre que déjà dans le cadre du jeu, vous avez une organisation qui fait attention à ces questions-là. Et donc ensuite, quand on passe au niveau suivant sur le sexisme hors jeu, ça devient très facile parce qu'on est sur des questions de prévention et de communication, mais qui en découlent directement. Si on est sur un jeu, une organisation qui dit on ne fera pas de sexisme en jeu, on ne fera pas de violence en jeu, naturellement ça veut dire hors jeu naturellement, aucune manifestation sexiste ou une autre forme de discrimination. S'il y a du sexisme en jeu, naturellement, on arrive à des questions de consentement. Alors là, on voit pas bien, c'est des extraits de la fiche de sécurité qui est disponible en ligne, que j'ai écrite avec Marianne Caillou, organisatrice aussi, où on a fait une petite liste des questions essentielles à se poser côté organisateur et côté joueur. Est-ce que j'ai bien communiqué sur les limites physiques? Est-ce que j'ai bien communiqué sur les règles de sécurité? Est-ce que j'ai un safe word? Est-ce que je permets la sexualité en jeu? Et si oui, quelles sont les règles de sécurité que je les ai faites? Donc on a résumé ça en points essentiels. L'essentiel de la communication là-dessus, ça revient sur la question fondamentale qui est la question du consentement et qui est la question du consentement actif. Et ça vaut, là encore dans le cadre du sexisme, ça vaut pour tout. Il y a ce que vous allez poser de base en disant si vous participez à tel ou tel jeu, vous consentez à ces éléments de base. Il peut y avoir des scènes de combat, il peut y avoir ce type de violence, il peut y avoir ce type de mise en scène. Donc déjà, bien communiquer sur ce à quoi les joueurs s'engagent, mais même s'ils s'engagent en signant sur le gel, leur donner aussi la possibilité d'en sortir. Parce qu'on peut dire, moi j'ai pas de problème à assister à une scène de torture et tout ça, et puis finalement on se rend compte que finalement c'est trop dur, ou quand on a signé on était en forme et puis on se retrouve à être fatigué avec des problèmes personnels et donc on n'a plus l'énergie pour le faire. Donc il faut toujours laisser la possibilité aux joueurs de sortir.
Moi j'appartiens à une culture de jeu qui est résumée comme ça, de dire c'est les joueurs devraient toujours être plus importants que le jeu. Ça c'est quelque chose que parfois certains organisateurs ont du mal à accepter, parce que c'est normal, une organisation de GS ça prend 2 ans, 3 ans, c'est épuisant, on a mis beaucoup d'énergie là-dessus, et se dire d'avoir des joueurs qui au dernier moment, lâchent l'affaire ou autre, c'est désagréable. Mais en même temps, même tout le travail qu'on a mis en jeu ne devrait pas justifier que quelqu'un se retrouve à interpréter une scène qui lui serait dommageable à lui comme à elle. Et donc, c'est pour ça de dire, vous n'avez rien à faire en GN auquel vous n'ayez pas consenti et à n'importe quel moment, vous pouvez partir. Et donc, si ça vaut en jeu, bah, naturellement, ça vaut en jeu. N'imposez pas des contacts physiques, n'exigez pas des joueurs ou des autres joueuses en particulier des choses si elles disent non, et même pas écoutez quand on vous dit non, c'est assurez-vous qu'on vous dit bien oui. L'absence de oui ne veut pas dire non, et surtout que ce soit en jeu comme hors jeu, il faut s'en assurer, sinon bah, à un degré ou à un autre, c'est pas forcément abusif. Alors ensuite, il y a un atelier demain sur la gestion de crise que je vous recommande. Mais la question souvent c'est maintenant qu'on a des situations, c'est maintenant qu'on a ce genre de situation, comment est-ce qu'on fait? Et malheureusement, bah, il n'y a pas de solution toute faite là-dessus. C'est pour ça que je voulais faire cette présentation aujourd'hui, c'est en avoir confiance et en parler autour de soi. Ce que je disais en introduction, il y a encore beaucoup de gens qui préféreraient se dire c'est dans certains milieux, c'est pas dans mon asso, il n'y a jamais de problème, j'ai jamais vu de problème. Parfois ces problèmes, c'est difficile de les voir quand on n'y est pas sensibilisé. Donc déjà, c'est effectivement dire ça, c'est de dire si il peut y avoir des problèmes chez n'importe qui, il n'y a pas d'espace de la société, quel que soit le type de statut social, d'éducation ou autre, qui soit totalement exempt de ce genre de problème. De drague lourde, qu'on appelle la drague lourde chez nous, mais qui à l'arrivée peut très vite devenir du harcèlement, de sollicitation sexuelle, d'agression sexuelle, attouchement et même des viols. Il y a des histoires de viols qui sont produits pendant des GN sur des sites de GN. D'accord, des témoignages de joueuses qui ont des gars qui ont débarqué dans leur tente en plein milieu de la nuit alors qu'elles étaient fatiguées, peut-être un peu alcoolisées, et qui en ont profité pour les agresser sexuellement et pour les violer. Ce genre d'histoire existe, d'accord. Et la base du truc, c'est d'écouter ce genre d'histoire, c'est de savoir que ça existe, c'est d'écouter les victimes, et aussi en termes d'accompagnement, de ne pas préjuger de ce que doit faire une victime, de dire dès qu'on commence à être prescripteur dans ce genre de cas, ça peut devenir très dommageable, de dire tu dois aller porter plainte, tu dois aller en parler à tel ou tel. C'est d'être juste dans l'écoute, de dire est-ce que tu as besoin de quelque chose, si tu veux en parler, je suis là pour t'écouter, si tu ne veux pas en parler, fais ce que tu veux, mais c'est offrir un accompagnement, mais justement, c'est pour ça que la seule chose que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est qu'il faut être capable de s'adapter, mais au moins d'avoir ce type d'écoute, parce que dans des situations comme ça, si on parle de harcèlement, d'agression sexuelle, et c'est pour ça que ce qui se passe actuellement autour de la parole, cette parole-là, elle existait déjà, simplement, d'un coup, elle est devenue plus visible. Parce que souvent, ce qui était très dur, c'est que quand on est soi-même pris dans une situation de harcèlement ou autre, c'est qu'on n'ose pas en parler. C'est qu'il y a tout un conditionnement qui fait que d'une certaine manière, on se sent responsable. On se dit qu'on a été imprudente, qu'on aurait dû faire attention, qu'on aurait dû faire en sorte de l'empêcher. Mais d'une certaine manière, si on arrive à l'empêcher pour soi, bah, ça veut dire que la personne qui va agresser va simplement agresser quelqu'un d'autre. Ça ne fait que repousser le phénomène. Donc voilà, cette idée-là, c'est vraiment d'essayer aussi dans les associations, dans les activités, d'avoir une meilleure écoute par rapport à ça. Et ensuite, la question principale, et ça pareil, c'est un débat qui est en cours, il n'y a pas de solution là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ont ce genre de comportement. Qu'est-ce qu'on fait des agresseurs? Et là-dessus, il y a un vrai problème aussi, je voudrais parler ici, qui est ce qu'on appelle le phénomène de marche manquante. C'est-à-dire, c'est ces personnes qui sont les personnes qui posent régulièrement des problèmes, mais qui finalement sont toujours là, et dont on avertit en général les autres en disant un tel, il a tendance à draguer lourd, un tel, il a tendance à avoir les mains baladeuses, il faut faire attention, un tel, il vaut mieux pas rester seul avec lui quand il est bourré, parce que sinon il sait plus se contrôler. Et tout le monde le sait, sauf parfois les nouvelles arrivantes qui ne le savent pas, et là se retrouvent prises dans des situations d'agression. Ce phénomène-là, ça s'appelle la marche manquante, parce que l'imagerie qui est utilisée, c'est celle d'une très vieille baraque, il y a un escalier avec une marche manquante, et tout le monde a pris l'habitude d'enjamber la marcheuse d'un jour, les personnes qui ne sont pas au courant et qui trébuchent dedans. Et certaines organisations, alors là-dessus pour l'instant en particulier international, ont déjà exclu des membres
parce que vous avez agressé, parce qu'ils avaient violé. Et ça, en même temps, c'est très dur à faire, parce qu'on se dit, je suis juste organisateur de GN, je ne vais pas me substituer à la justice, et l'idée, c'est pas ça. Mais en même temps, en tant que personne en organisation publique organisée un événement, on peut très bien choisir de ne pas inscrire des gens. On peut inscrire des gens parce qu'ils ne respectent pas les règles, on peut ne pas inscrire des gens parce qu'ils sont dangereux en combat. Donc, on peut réfléchir aussi à ne pas inscrire des gens s'ils deviennent dangereux. Ou alors, au moins, travailler à faire en sorte que les attitudes changent à ces égards-là. Et moi, j'ai un exemple comme ça aussi de dire... Est-ce que j'ai le temps ? Ouais, genre le temps. Donc, je peux raconter une petite anecdote personnelle là-dessus, donc quelque chose qui m'est arrivé à moi. En octobre 2013, j'étais la victime de harcèlement sexuel pendant un jeu. C'est-à-dire que c'était une situation de fait avec des personnages qui flirtaient, etc. et tout ça, sauf que le PNJ avec qui je flirtais complètement en jeu, bah, d'un coup, il a voulu qu'on fasse une scène de sexe hors jeu. Et il m'a sollicité sexuellement en plein milieu du jeu. C'était un truc auquel je ne m'attendais pas du tout, en plus derrière une porte fermée ou autre, donc dans une situation qui a été très anxiogène pour moi. Et où je me suis dit, bah, c'est de ma faute, quelque part. J'avais dû faire quelque chose pour qu'il croie que d'un coup, c'était approprié de passer complètement hors jeu et de juger que l'attitude de flirt de mon personnage, c'était la mienne. Ça, c'est très courant comme histoire. Hein. Je dis ça m'est arrivé, mais pour le compte, je connais beaucoup d'autres femmes à qui c'est arrivé. Et donc, pendant 6 mois, bah, j'étais avec ça, j'étais vraiment très mal à l'aise, je ne savais pas quoi en faire. Et finalement, j'en ai parlé à un autre membre de mon association. Et il me dit, ah, il va vraiment falloir que je lui en parle parce que tu es au moins la 6e à me dire qu'il a posé des problèmes en jeu. Voilà, ça s'appelle une marche encore. En particulier, alors, et en plus, c'est un peu un cas d'école aussi, parce que il y avait globalement rien qu'on peut amener sur une plainte au commissariat. Il m'a sollicité sexuellement, quand je lui ai dit non mais ça va pas, il n'a pas été plus loin. C'est des histoires de main baladeuse, de profiter de scènes de groupe pour attraper, toucher les choses, ce qui est déjà une agression, une fois encore. Mais aller mener une plainte jusqu'au bout pour ça, avec l'engorgement de la justice ou quoi, et les attitudes par rapport à ça, ça passerait jamais, et la plupart des joueuses de toute manière ne voudraient même pas aller porter plainte pour ça. Donc dire il suffit d'aller porter plainte, non ça va pas. Et arrivé, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc la personne de l'association à qui j'en ai parlé a été parlé au genre en question, lui a dit qu'il fallait vraiment qu'il arrête parce que là, il commençait à y avoir trop de plaintes. On est dans un cas où finalement ça s'est bien passé parce que ça a été écouté, parce qu'effectivement, autant vous dire que je gardais l'œil dessus, il a changé dans son attitude ou autre. Ce qui en plus était difficile pour moi parce que par ailleurs c'était quelqu'un que j'appréciais. Hein. Souvent les agresseurs, c'est pas des parfaits inconnus qui vont vous tomber dessus, c'est des gens de votre entourage, c'est des amis, c'est des gens que vous appréciez. Mais avec lui, j'en avais jamais reparlé. Flash forward l'année dernière, où dans une soirée dans un cadre complètement en jeu, il est venu lui-même me voir pour me dire qu'il se rappelait de cet incident. Et pour s'excuser, dire qu'il avait compris effectivement que c'était inapproprié. Donc tout ça pour dire que la communication ou autre, ça peut fonctionner. Par contre, que dans les cas les plus graves, parce que là on a quelqu'un qui a réussi à prendre conscience qu'effectivement ce qu'il avait intériorisé comme comportement normal de drague, c'était en fait de l'agression. Il y en a parfois qui ne veulent pas le voir, ou qui même ont purement et simplement des comportements prédateurs. Bah là parfois ça peut valoir le coup de se poser la question, si pour la sécurité de tout le monde, on ne peut pas dire non, sur un événement associatif, on ne peut pas le voir une fois encore. Il y a des associations qui l'ont fait, j'ai quelques exemples qui viennent de l'étranger aussi. Consequences, qui est une des plus grosses conventions équivalent Metal Harp en Angleterre, a déjà exclu 2 participants qui, eux, pour le compte, avaient véritablement violé et agressé des participantes. Donc ça c'est difficile, c'est quelque chose, comme j'ai dit, moi je l'ai fait au sein de mon asso, la fameuse fiche de sécurité sur l'éducation au consentement et tout ça, on l'a fait en parallèle de ça, et donc elle a fini par être publiée sur notre site associatif, et c'est quelque chose aussi qu'il va falloir faire en soi, qu'il va falloir demander aux associations comment est-ce que vous gérez ce type de sécurité physique, sécurité émotionnelle et prévention du harcèlement, parce que maintenant c'est un véritable sujet, et selon toute vraisemblance, c'est aussi pas un sujet qui disparaît. Voilà, j'ai fini par ça, c'est quelques citations qu'on a fait donc en octobre dernier. L'Arc Human Unite FR avait fait une pétition pour demander justement à la FEDGN de faire la même chose, d'avoir une communication sur la prévention du harcèlement, sur la gestion du sexisme en GN.
Ce à quoi ils ont répondu, ils ont publié une fiche de sécurité aussi sur la gestion des agressions et l'après. C'est très lent, parce que le FDG c'est une très grosse structure, mais il y a quand même eu quelques gestes au moins qui ont été faits. Donc voilà, ici avec quelques phrases de signataires qui avaient des trucs, l'année dernière, il est capital de sensibiliser les organisateurs et joueurs aux ordres que subissent les femmes en GN. Ils ont le tabou sur le bon pote qui était un peu sous, prenant nos responsabilités quand on préfère ne pas alerter la police en cas de viol sur son GN. Comportons-nous enfin décemment. Une fois encore, c'est une prise de conscience qui est en train de se faire, et donc là encore, il y a des moyens pas toujours faciles, mais finalement pas non plus extrêmement compliqués à mettre en œuvre pour le faire, et donc j'espère voir se répandre plus largement. Voilà, je vous remercie de votre présence. Donc je mettrai tout ça en ligne. J'ai des liens vers les sources, j'ai des liens vers les outils, j'ai des liens vers les jeux que j'ai cités. Donc tout ça existe déjà et sera mis à disposition.